Trail Passion, troisième interview à Madère pour le Mute avec un transfert de dernière minute. Il devait courir le 115 km de Madère et puis il a été sélectionné pour les championnats d'Europe de trail à Kamnik en Slovénie début juin. Il s'est donc inscrit sur le 56 km de Madère et là, gagné. Ingénieur de chez On, devenu coureur de chez On, roi de la TDS. On parle évidemment de Antoine Charvolin. Salut Antoine. Bonjour, enchanté. Bonjour. Ravi de te voir enfin à Madère au Mute avec ce petit vent qui souffle mais qui rafraîchit les jambes d'Antoine Charvolin qui vient de gagner le 56 km. Première question immédiate, tu refuses l'avion je crois. Alors comment tu as fait pour venir? Ah, la nage. C'est vrai? Non, ouais, je refuse pas l'avion parce que sinon je serais pas là. C'est sûr que c'est la première fois que je viens sur une course en avion, que je prends l'avion pour le sport en fait. Je tiens de par mon sport, je suis assez attaché à la nature, etc. Et il y a plein d'actions comme ça en tant que citoyen, je fais pour limiter mon impact. L'avion en est une, essayer de ne pas manger de viande aussi en est une autre, mais j'ai jamais dit je prendrai jamais l'avion et je dis à personne arrêtez de prendre l'avion parce que je pense que chacun en fait a trouvé son équilibre. C'est vraiment un équilibre avec moi-même et moi si je faisais le choix de ne pas prendre l'avion c'est parce que c'est quelque chose qui me coûtait peu parce que j'aime pas forcément énormément voyager, etc. et qui avait un gros impact. Mais quelqu'un qui adore voyager, je pense qu'il ne faut pas arrêter de vivre non plus pour la planète parce que même en faisant ces gestes que je faisais, je garde un impact qui est énorme, rien qu'avec la société européenne dans laquelle on vit, etc. En tant que citoyen, on peut tous faire quelque chose. Quoi. Oui, en fait, chacun a trouvé son équilibre. À aucun moment, je dis à qui que ce soit quoi faire. Et c'est juste pour moi, me regarder dans la glace. Je préfère ne pas prendre l'avion. Mais à côté de ça, je fais d'autres choses qui, pour certaines personnes, peuvent paraître mauvais pour l'environnement. Je vais skier, je prends la voiture pour aller skier parce que pour moi, c'est important d'aller skier. Mais donc chacun a trouvé son équilibre. Et du coup, le Mute, c'est une course que je voulais faire depuis vraiment longtemps. Madère, j'en avais entendu beaucoup de bien. Donc il y a un moment où tu pèses le pour et le contre et je me dis j'ai vraiment envie d'aller à Madère. J'accepte de prendre l'avion, même si je faisais pas le malin à l'aéroport, je suis jamais fier de prendre l'avion, mais j'accepte de prendre l'avion pour vivre cette expérience et parce que je pense qu'elle en vaut la peine, quoi. Bah oui, puis c'est sympa en plus de gagner un 56 km en ayant pris l'avion. Oui, mais ça fait du bien. Ouais. Mais ça, j'ai des 50 km relevés à la maison, j'en ai plein. En habitant dans les Alpes, je pense qu'on n'a pas besoin de s'exporter pour trouver du niveau. Du niveau, il y en a, ne serait-ce qu'aux courses à sauce d'Annecy, il y a des gros plateaux. Donc on peut vraiment faire de la compète et avoir un objectif de performance en restant entre Chamonix, Annecy, les Alpes à portée de voiture. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc moi, si je venais sur le Mute, c'est pas parce que mon métier c'est de courir, c'est parce que j'avais envie de découvrir l'île et c'est presque plus dans un but récréatif que de compétition, quoi. On va parler du Mute, on va parler de surtout comment le Mute se place dans ta saison, parce qu'il a une place un peu particulière. Rappelons très vite que tu devais courir le 115 km, la course du format Legend, et que tu as été sélectionné en équipe de France pour, je cite, mais on va aussi y revenir, ta capacité à te remobiliser le plus efficacement et rapidement, et c'est une valeur qui compte dans ce sport, ce qu'a déclaré le sélectionneur. Et on va parler de Slovénie évidemment puisque championnat d'Europe début juin. Première question, la Slovénie, tu as fait une reco du parcours à Kamnik à la mi-avril qui est, je ne vais pas dire une décalcomanie mais il y a quand même des similitudes, 52 km 2450 de D+, à Kamnik et 56 km 2810 de D+, à Madère pour le Discover. Alors, il est comment ce parcours des Europes à Kamnik, terrain, dénivelé, est-ce que ça ressemble à ce que tu espérais et en quoi la reco a-t-elle nourri ta préparation au Mute? Alors malheureusement je ne suis pas allé faire la reco parce que du coup j'étais à Madère.
Ils y sont allés le week-end dernier et j'ai été exempté de reco par les sélectionneurs du coup parce qu'ils savaient que j'étais à Madère là-dessus. Mais j'espère bien avoir un rapport vraiment détaillé. Je vais envoyer des messages pour collecter un maximum d'informations. Je crois que c'est quand même bien raide et plus exigeant que ce à quoi les copains s'attendaient de l'extérieur. Donc ils ont été assez surpris, pas mal de montées raides. Donc ouais, on a un stage à Briançon du 12 au 17 mai là, dans quelques semaines. Donc je pense que Adrien et Julien me feront un bon brief du parcours là-dessus. Et on a déjà bossé avec mon coach aussi pour adapter les entraînements des prochaines semaines pour les spécificités du parcours. Ton coach qui est Jérôme Mermillot. Jérôme Mermillot, ouais, depuis 7 ans. Mute Discover, 56 km. Qu'est-ce qui t'a paru gérable? Qu'est-ce qui t'a surpris éventuellement dans l'optique de courir dans un mois 52 km? Et qu'est-ce qui t'a obligé à un moment éventuellement à lâcher une feuille de route? Lâcher une feuille de route sur ce que tu avais éventuellement prévu de courir, ouais. La façon dont tu avais prévu de courir, peut-être avec plus de détente en te disant bon, après tout, ouais. Soit c'est pas le 115 et c'est un 52, 56 et tant mieux, soit au contraire, j'ai un 50 km bientôt, donc ce Mute 56, je vais vraiment m'appliquer scolairement à le faire du mieux que je peux. Non, bah du coup, le 115 était vraiment un gros objectif de ma saison. Le fait que ça change, j'ai vraiment décalé l'objectif en me disant bah ça sera pas le 115, ça sera la Slovénie. Et j'ai vraiment vu le 56 du coup comme plutôt une course de prépa pour la Slovénie et l'occasion de découvrir l'île. Aussi à long terme, l'occasion de reconnaître les sentiers du 115 parce que j'ai envie de faire le légende, le 115 un jour. Donc j'étais plus dans une optique de je pars 3 semaines à Madère, je vais reconnaître le maximum de sentiers, je vais borner, passer du bon temps avec les copains pendant 2 semaines, faire un gros entraînement autour de cette course du 56 km, me remettre dans des conditions de course parce que ça c'est des conditions qu'on ne retrouve jamais à l'entraînement en fait, d'être au fight et on se transcende jamais autant qu'avec un dossard. Donc profiter de cette course pour faire une répétition générale un peu avant les Europes, mais sans trop laisser de jus mental là-dedans pour pouvoir vite récupérer et dans 2-3 jours me lancer à fond dans la prépa des Europes et là me mettre en mode focus quoi. Ouais, je me posais la question, est-ce que le Mute tu l'avais choisi parce qu'il proposait ce format Discover qui pouvait être idéal ou est-ce que cette bascule forcée sur Discover ça a été une heureuse coïncidence quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça et moi la course que je voulais faire au début c'était le 115 mais comme tu dis je pense que le ratio kilomètre dénivelé correspond vraiment aux Europes donc ça fait une bonne c'est fortuit. On va revenir à ce que éventuellement tu valides ou tu abandonnerais pour la Slovénie. C'est quand même pas le même climat, c'est peut-être pas aussi cassant, mais je voudrais parler de la suite de ta saison. Nazir Suliman, qui est grand observateur de l'actualité du trail, mais aussi avec cette acuité sur la jeune génération trail dont tu fais partie, nous demandait, lors de notre dernière conférence de rédaction, c'est pas possible. Antoine va sortir des championnats d'Europe avec 50 km dans les jambes et son pic de forme doit se situer fin août. Il va forcément nous faire un Lavaredo, un Val d'Aran, un Restonica, ça m'étonnerait. Qu'est-ce que va pouvoir être la suite? Ouais, c'est sûr quand on se prépare pour l'UTMB fin août, je pense que, enfin du coup, en tout cas c'est la réflexion que j'avais eue en début de saison en faisant mon plan. En tant que coureur, on aime bien avoir un premier ultra qui devait être du coup le légende du Mute pour... moi personnellement en tout cas c'est juste retomber dans cette zone très désagréable de l'ultra qui arrive autour des 80 km pour moi où tu te sens que tu n'avances plus, tu as mal partout, tu n'as qu'une envie c'est arrêter et juste repasser dans ce tunnel et savoir que tu peux en sortir. En tout cas moi c'est pour ça que j'aime bien avoir un ultra avant l'ultra objectif et parce que comme ça au départ du TMB tu sais que il n'y a pas si longtemps, tu es passé dans ce tunnel et t'en es sorti et que t'en es capable. Donc c'est plus mentalement en fait pour se rassurer. Tu traverses toujours ce tunnel?
Moi, ouais, ouais. Après, sur tous les ultras que j'ai fait, il y a toujours des moments vraiment compliqués, ouais. Et les premiers que j'ai fait, il te surprend en fait ce moment. Et tu paniques, tu te dis qu'est-ce qui se passe et tu subis vraiment la pain cave. Et petit à petit, tu comprends que c'est des nouvelles douleurs aussi auxquelles tu n'es pas habitué quand tu viens du plus court. Je pense que vraiment quand tu fais du très court, le facteur limitant, la douleur, c'est les poumons et le cœur, quoi. Quand tu passes format marathon, ça devient un peu le musculaire. Tu commences à avoir des crampes, tu commences à avoir très mal aux muscles. Ouais, c'est juste. Et quand tu allonges encore, tu commences à découvrir les douleurs articulaires, avoir une ampoule, avoir très très mal au ventre. Avec ton estomac, tu as l'impression qu'il se balade de là à là. Et ça, en fait, quand ça t'arrive sur un format court ou marathon, quand ça t'arrive, t'arrêtes ou tu ralentis, quoi, parce que c'est pas normal et t'es obligé de ralentir à un point que de toute manière t'es pas compétitif sur un format 40. Et du coup, les premières fois que ça t'arrive en ultra, en fait, c'est ton corps qui t'envoie un signal pour te dire là, c'est pas normal, tu mets ton corps en danger, il faut que t'arrêtes. Et au fur et à mesure des ultras, t'apprends que, il suffit de dire à ton corps. T'apprends à appréhender en fait ces douleurs et tu te rends compte que en fait tu peux continuer en faisant ça et comment les gérer aussi et d'envoyer le message à ton corps, non, c'est sciemment que je le fais, donc laisse-moi tranquille, on va trouver une solution, mais c'est une décision, c'est pas un accident qui est en train de m'arriver. Ouais, exactement. Et donc la préparation d'un ultra avant un UTMB, c'est pour réappréhender un peu ces douleurs et cette difficulté d'ultra, ouais. Et du coup là je l'aurais pas. Ah bon? Mais parce que du coup je fais que des 50 et après on arrive en juin où c'est assez tôt parce qu'il faut aussi le temps de récupérer d'un ultra. Donc idéalement en fait ce premier ultra il se place à 3 mois de l'UTMB pour avoir le temps de récupérer et après de se réentraîner pour l'UTMB. Donc là, le choix qu'on a fait avec Jérôme, mon coach, c'est qu'on va aller à Verbier, UTMB quand même sur le 80 km. Mi-juillet ? Mi-juillet, ouais. Mais du coup, c'est un 80 parce que faire un 100 miles mi-juillet pour l'UTMB, c'est suicidaire. Et donc, j'espère que ça sera assez long pour me rassurer mentalement sur ce que je suis capable de faire avant l'UTMB, mais assez court pour ne pas trop le subir dans ma prépa de l'UTMB et je vais vraiment y aller comme une sortie très longue pour ne pas mettre de taper avant et de récup trop longue après, quoi, pour vraiment le placer dans la prépa de l'UTMB dans une montée en puissance, quoi. Et je dis des bêtises, mais peut-être, mais l'AX traversée ou l'AX il y avait un 110 km, non, sur le Verbier? Ouais, mais pour moi c'est trop long, quoi. Ouais, c'est ça, un 110. Ouais, en mi-juillet quand même. 110, t'en ressors avec des grosses. Que ce soit physiquement, t'es cassé, mais aussi mentalement, t'as passé 5 heures dans la pain cave avant de. Pour moi, t'es encore trop fatigué mentalement en août et du coup, dès que ça va devenir difficile en août, moi, mon mental, il me dira c'est sympa, mais là, j'ai déjà assez donné, on se repose et on bâche, quoi. Ah, ça c'est vraiment intéressant, c'est la première fois que j'entends ça, c'est que tu jauges la charge de travail à la durée que tu vas passer dans ta zone de dans la difficulté. Zone dure, ouais. C'est super intéressant. Difficulté, parlons-en, et se remobiliser. J'avoue que j'ai aussi beaucoup apprécié la notion, qui n'a pas été facile, je pense qu'on est tous tombés sur Adrien Séguret au lendemain des championnats de France, en lui disant tous, avec la sensation de faire une très bonne blague, et sauf que c'était la 50e qu'il entendait, bonne chance pour constituer l'équipe de France. Donc Ventoux, 14e. Là, Fédé dit, mot pour mot, je cite, on a retenu Florent Bernabéu-Segui et Charvolin parce qu'en analysant leur temps, même avec l'erreur de parcours, ils ont montré le plus de capacité à se remobiliser, en disant que c'est une capacité très importante dans notre sport. Ça, c'est une appréciation très précise, la remobilisation mentale après un coup dur. Le Ventoux, t'a-t-il confirmé cela? Est-ce que tu as senti cette capacité de ta part à se remobiliser? Parce que j'allais te poser la question sur le 115, mais tu as fait le 56, donc ça, j'en parle pas. Mais est-ce que tu as senti ce que les observateurs ont senti de toi? Ouais. Qu'ils ont estimé être une qualité?
avec Rémi Brassac, je dirais plus que de se remobiliser. Enfin, Rémi s'est vraiment remobilisé et a vraiment continué la course jusqu'à la fin. Moi, j'avoue, je dirais plutôt que je me suis le moins démobilisé du groupe parce que ça m'a quand même fait sortir de ma course et je pense que tous dans ce groupe de 6, on voulait jouer la gagne, quoi. Et quand tu passes de joue la gagne à t'es 35e et tu sais que tu vas jamais pouvoir revenir, c'est dur d'infliger à son corps les douleurs de la course pour au final pas grand-chose. Donc avec Rémi, on est plutôt resté dans notre bulle en se disant on va au bout de la course en essayant d'être plutôt rapide, mais on se faisait plus la guerre, quoi. À ce moment-là, clairement, c'était plus comme si on était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je dirais plus que peut-être que derrière, ça a un peu plus décroché mentalement. Et puis aussi, il y a eu des faits de course où Arnaud Bonin, Mathieu Delpech, ils ont chuté aussi assez lourdement. Et là, quand tu joues la gagne, tu chutes, tu te relèves tout de suite, tu repars. Quand tu joues la 20e place, je pense qu'ils étaient là aussi. On est en mars, la saison elle est longue. Tu prends plus de risques du tout. Mais oui, de rester focus, je pense. Rémi, je pense qu'il avait vraiment les crocs ce jour-là. Donc vraiment, il m'a impressionné en descente. Il a continué à bombarder, etc. Moi, peut-être plus de l'ultra, je garde une bonne capacité, une bonne durabilité, une bonne capacité à maintenir un bon rythme rapide sans être full gaz. Et je pense que du coup, j'ai continué un peu, je me suis mis un peu en roue libre, entre guillemets, mais ça reste une allure qui m'a permis de remonter des places et d'arriver bien à l'arrivée. Arnaud Bonin, je trouve qu'on ne parle jamais assez du parcours et de la carrière. Je pense qu'il aurait pu faire une sacrée course. Ouais. Dans le groupe, j'avoue qu'il y avait Mathieu, je pense entre Rémi et Arnaud, c'est ceux qui me faisaient le plus peur, je pense, dans le groupe de 6, parce que Arnaud, on l'avait pas vu de la course, il restait à l'arrière du groupe, là, bien caché, bien intelligent. Et puis c'est pas un perdreau de l'année. Je pense qu'il aurait eu de quoi en mettre. Puis quel âge il a, 41, 42 ? Je sais pas, ouais, je préfère pas savoir. Non, mais il y a un âge, on s'en fiche, quand il y a un moment. Mais plus largement, qu'est-ce que les championnats de France 2026, avec cette erreur de parcours, et donc la manière dont tu as réussi à transcender ça, t'aurait appris que ta TDS 2025 ne t'aurait pas appris. Et éventuellement, qu'est-ce que tu gardes de la manière dont une fédération, que l'on dit soit sclérosée, soit au petit bonheur la chance, soit à la tête du client, soit très professionnelle, il y a tous les avis sur la Fédé, mais dont elle est capable d'arbitrer, je trouve, assez finement, une erreur, justice rendue avec non, je pense qu'ils ont fait un bon choix et clairement c'était vraiment pas facile. Je pense que ça a été facile pour personne ce qui s'est passé et au final je pense qu'ils s'en sont bien sortis. J'ai entendu plusieurs personnes me dire qu'ils avaient réussi à vraiment faire le bon choix en prenant tout autant Flo qui a gagné la course et qui de par ça mérite les championnats. La Selec, mais tout autant en considérant toujours notre groupe de 6 qui s'était perdu et donc sur le papier ne mérite pas la Selec parce qu'on arrive 10, 15, mais qui avait montré quand même les meilleures capacités physio en menant la course. Donc ils ont réussi à faire ce bon mélange, je pense, quand même, pour avoir une équipe solide et donner raison un peu aux deux camps, j'ai envie de dire. Et se sortir d'une panade comme ceci, par rapport à ce que tu vis sur une TDS 2025, ça t'a appris quelque chose de différent ? C'est vraiment pas le même type d'effort quand même. Donc ouais, c'est différent, mais par contre sur la remobilisation et rester concentré, c'est clair que ça joue et que c'est une qualité en ultra t'es jamais bien tout du long en ultra, donc de savoir continuer à avancer coûte que coûte et à pas se laisser déstabiliser, je pense que c'est super comme acquis. C'est top, ouais. Tu sais que maintenant, tu le sais encore plus que tu es capable. Je peux me reperdre à toutes les courses maintenant, comme ça. C'est top. Paris tenu. Sélection en équipe de France, tu te dis, bon, c'est bon, le but est atteint, je suis sélectionné. Une fois dans ma vie, ça m'ira.
ou non, un peu plus? On verra l'expérience des Europes, si ça me plaît vraiment ou pas. C'est clair que moi, en tout cas en amont, c'est l'équipe de France, c'est ce qui me fait rêver, c'est vraiment l'équipe et le maillot, d'avoir été sélectionné une fois dans sa vie. Et donc c'est plutôt la première partie de ce que tu dis, que ça y est, c'est fait, j'ai été sélectionné, j'ai fait partie de l'équipe de France. Et voilà. Maintenant, si l'expérience des Europes me plaît énormément et que j'ai envie de participer un jour à des championnats du monde, par exemple, je rejouerai le jeu. Donc on verra. Je suis pas trop quelqu'un qui anticipe et qui planifie beaucoup. Je vis plutôt au jour le jour, donc on verra. Route et trail, question. Je fais une parenthèse sur la route et le trail parce que je trouve que tes qualités de route te servent dans ta foulée, dans ta manière de courir, quand on te voit courir, et aussi servent tes performances et vont te servir notamment au championnat d'Europe. 1h07 au SMI à Vénissieux, 23 novembre 2025. Top 50 national, marathon en 2h31 à Zurich, à 25 ans. Le 10 km, c'est 32 minutes 24 à Payerne. Tu cultives encore un pied de route solide ou c'est le reste d'une vie d'avant qui persiste? Déjà, c'est cool de l'entendre. Je me suis jamais trop considéré comme un coureur rapide à plat parce que moi je viens du ski à la base, donc j'ai commencé à courir en 2017, donc j'avais 20 ans et ça allait dans les cailloux en montagne quand c'était technique parce que je viens plutôt de la montagne du coup, mais sur la route c'était pas trop ça, donc c'est quelque chose qu'on a pas mal bossé, et aussi parce que j'aime bien ce côté des références chronométriques en fait tu cours face à toi-même. C'est quand tu vas faire un 10 kills, c'est pas pour un classement ou pour le gagner, enfin à notre niveau en tout cas, c'est pas courir contre des concurrents, c'est vraiment pour faire le mieux que tu peux toi, et derrière tu as cette référence chronométrique. Donc c'est quelque chose que j'aime bien bosser l'hiver quand on peut pas aller faire du trail. Et c'est sûr que petit à petit, au fil des années, je vois que j'ai pas mal progressé sur la route, pris du pied, etc. Mais c'est pas encore quelque chose que j'estime pas avoir un pied de routard, clairement, mais c'est quelque chose que j'apprécie, ouais. Et c'est sûr que je sens que je progresse là-dessus, et je pense que ça aide pour le trail. Maintenant, faut pas non plus trop le glorifier dans le sens où... C'est un peu un mythe... C'est assez mythifié. Savoir courir, par exemple, tout le monde dit pour gagner l'UTMB, faut être à minimum en sub 30 au 10. Savoir courir à 3 kills, c'est très bien, c'est un plus. Maintenant, même hier où c'était une course rapide de 50 bornes, on court jamais à 3 kills, on est plus aux alentours de 3,45. Et je pense que c'est bien plus important d'avoir une bonne durabilité, de savoir maintenir le 3,45 très longtemps. Plutôt que de savoir courir à 3 kills. Et très régulièrement, pendant les courses de trail, quand je suis dans une descente ou quand sur un ultra, t'en chies à marcher avec les bâtons, que t'es à 10 au kill, très régulièrement je me dis quand même ça valait bien le coup de faire des intenses sur la piste d'athlée cet hiver, ça sert à rien de savoir courir à 3 au kill, quoi. Donc il y a un peu des deux quand même. C'est toujours bien d'élever les paliers, mais faut pas perdre de vue que notre sport c'est courir en montagne, c'est courir longtemps. Donc c'est pas c'est un plus, mais c'est pas ce qui fait que tu vas être fort ou non, quoi. Ouais, ce que disait Jim, j'ai gagné l'UTMB quand j'ai appris à marcher avec des bâtons. Ouais, voilà, exactement. Je peux pas ne pas parler du départ de chez On et de ton virage professionnel, pression ou pas. Ce que je voulais savoir, c'est que tu quittes On Running pour courir chez On Running. C'est conceptuellement parfait, mais concrètement bizarre. En tant qu'ingénieur produit, tu avais une pression, sortir une chaussure qui corresponde à des codes, un costing éventuellement, encaisser les retours produits, encaisser l'échec. En tant qu'athlète, c'est une autre pression. Tu incarnes une marque, tu apportes des résultats, tu es jugé à la ligne d'arrivée, au chrono. Est-ce que tu as senti une pression d'athlète différente, voire supérieure à ta pression d'ingénieur? Ah bah ouais, complètement. Ouais. Je pense que ingénieur, il y en a plein, et tu es moins jugé à la performance quand même. C'est plutôt
c'est plus facile d'être un ingénieur moyen qu'un athlète moyen, parce qu'un athlète moyen... Il y en a plus des ingénieurs moyens. Ouais, un athlète moyen, tu dures pas, quoi, parce que personne veut d'un athlète moyen, on veut d'un athlète qui gagne des courses, alors qu'un ingénieur moyen, il y en aura toujours besoin, quoi. Donc c'est sûr que la pression est bien plus forte en tant qu'athlète, et c'est quelque chose qui me faisait très peur. C'est pour ça aussi que j'ai continué aussi longtemps à travailler, aussi parce que j'adorais mon métier et que je trouve toujours que c'est bien d'avoir plusieurs projets et de ne pas faire que courir pour la pression, mais aussi pour de faire marcher le cerveau, ça peut être utile aussi de temps en temps. Donc j'aimais beaucoup avoir ce double projet, d'avoir un métier à côté. Et quand on a fait le choix avec ma copine de tous les deux lâcher nos boulots pour devenir athlète pro, je pense que, moi en tout cas, ça me faisait très peur, et je me suis un peu menti à moi-même en me disant pas que j'allais arrêter de bosser pour devenir athlète pro, mais plutôt prendre une année sabbatique, me payer une année de vacances. J'avais mis des économies de côté, je me paye une année de vacances, et en 2026 du coup je retourne bosser. Ça aussi, ça m'était permis parce que j'ai des très bonnes relations avec du coup On, qui étaient mes employeurs, et ils m'ont dit qu'ils me gardaient une place de côté et qu'ils seraient contents que je revienne. Mais ceci étant dit, on est en 2026 et j'y suis pas retourné parce que au final j'ai vu que ça me correspondait et que ça marchait et que j'appréciais aussi cette vie, quoi. Ça m'évoque un cas inverse, tu me vois venir. Tu te souviens de cette histoire hollywoodienne d'un ingénieur ou de quelqu'un qui travaillait dans une grande marque de chaussures et puis qui faisait des chaussures depuis des années, qui était aussi athlète depuis sa vingtaine, voire avant, et qui avait rencontré des Ludo Pomeray sur des courses du quartier, déjà à haut niveau, en Savoie. Et puis un jour, il a gagné l'UTMB, et après, il s'est engagé dans un processus de quelques mois un peu compliqué, de savoir s'il continuait son travail, etc. Je pense que c'est des réflexions des réflexions assez similaires. Lui, il a choisi de continuer à travailler quand même. Il est à 50%. Donc ouais, c'est jamais facile, je pense, de lâcher son boulot pour se consacrer à 100% dans un projet, qu'il soit sportif, musical, artistique, n'importe quoi, parce que en fait, tu prends un risque quand tu as un métier salarié. C'est très stable comme situation. Tu as ton salaire qui tombe tous les mois, que tu fasses du bon boulot ou pas, ouais, c'est stable et assez facile comme vie. Donc, lâcher une situation stable pour une situation qui te fait peut-être plus rêver, mais qui est très instable, ça fait peur sur le moment. Donc, je pense qu'on est plein dans cette situation à avoir des doutes à ce moment-là. Ma question, c'était de savoir si son exemple, qui se situe, je pense, à peu près à la même période, 2024. Ouais, j'ai posé ma démission avant lui. Ouais. J'avais déjà fait le processus sauf que avant toi, tu as fait une sorte de chemin opposé. Tu as démissionné de On avant, c'est pas que tu n'as rien fait, mais avant une grande victoire sur un UTMB. Je prends volontairement le très très haut. Lui s'est libéré d'un employeur pour, pas complètement, mais pour rester athlète pur. Toi, tu t'es rendu totalement dépendant d'un sponsor. C'est là où je me demandais si les trajectoires t'avaient fait réfléchir. Visiblement non, parce que non, c'est une réflexion que j'avais eue en amont, mais on en a pas mal discuté. On a été voisins pendant un an, on était dans la même, donc on s'entraînait, on mangeait souvent ensemble, mais c'est des questions, je pense, qui se posent toujours aujourd'hui et que il nous reste quelques dernières questions. J'aurais voulu parler de Antoine Charvolin, l'ingénieur au carnet. On est dans un monde saturé de capteurs, de FTP, de VO2, de monitoring continu. Toi, tu évalues la forme que tu as avec un carnet Foster, si je ne m'abuse. Donc c'est un questionnaire subjectif sur papier qui a été inventé dans les années 90, je dirais même 80. C'est quoi? C'est de la défiance envers la data, toi l'ingénieur, ou c'est l'intuition artisanale? On va aussi en reparler à travers Made in Char-Volance, qui reste supérieure à la science pour juger de toi-même. Ouais, je me défie pas de la science, mais plutôt
du business qu'il y a autour. Avec Jérôme, on utilise Hooper toutes les semaines, et aussi la charge Foster, qui sont en fait juste des chiffres très simples dans Nolio, exactement. Et moi, je m'intéresse beaucoup à la science, de par ma scolarité, etc. J'ai plutôt un esprit scientifique, mais je pense plutôt que le corps aujourd'hui est beaucoup plus complexe. C'est une machine bien plus complexe que les outils de mesure qu'on en a pour le comprendre, et que ce qui fait que nos sensations seront toujours des meilleurs outils, enfin actuellement en tout cas, sont des bien meilleurs outils de mesure que les outils de mesure qu'on en a. Donc pour beaucoup de choses, j'utilise simplement mes sensations, et pareil pour évaluer la difficulté des entraînements. Jérôme, il ne me met pas des pourcentages de FTP ou quoi, il me met entre 9 et 10 ce que je me mets, et je pense que c'est bien d'avoir cette approche, parce que surtout quand on fait de l'ultra, il y a beaucoup de bruit qui rentre en compte dans les mesures. Il y a beaucoup de fatigue externe de ton entraînement de la veille ou quoi, et c'est impossible en trail d'avoir un entourage similaire d'une séance à l'autre, et le 90% de VMA d'un certain jour, ça ne sera pas la même difficulté que le même 90% de VMA un autre jour, si tu as fait beaucoup la veille par exemple, et que du coup si je suis fatigué et que je veux maintenir une intensité ciblée, ça va pouvoir être plus dur que ce que le coach avait prévu, alors que si c'est un niveau de difficulté que le coach a prévu et qui me dit 7 sur 10, si je suis fatigué, j'irai moins vite, mais ça restera 7 sur 10 en termes de difficulté, et ce qui évite, je pense, au final de trop en faire et de se cramer, quoi. C'est intéressant. Pour autant, donc j'ai souvent ce discours un peu de Nick la data, je sais mieux ce que je ressens moi que les chiffres. Pour autant, j'utilise énormément quand même la data, et je cours tout le temps avec le brassard pour calculer, pour avoir une visibilité sur ma fréquence, et c'est juste que je prends du recul, et que aussi les sensations, la capacité d'écouter mon corps que j'ai aujourd'hui, je l'ai parce que pendant 10 ans j'ai couru avec un cardio, et que maintenant je sais mettre sans cardio je sais dire à quelle fréquence je suis sans cardio, parce que j'ai couru très longtemps avec le cardio. Donc je pense que maintenant j'arrive à m'en détacher, mais aussi parce que je l'ai beaucoup utilisé avant, et que maintenant j'ai pris mes repères, et que pour quelqu'un qui commence la course à pied, effectivement c'est indispensable d'avoir, si tu veux une approche perf, d'avoir un cardio et d'avoir une montre précise. Avec l'expérience, je m'en détache un peu. Mais... Je parlais de Made in Char-Volance, c'est ton side project Instagram. On dit side project, ça fait jeune. Donc tu continues de coudre tes propres sacs. Du coup, d'ailleurs, tu es à l'origine de la conception de ce bonnet, de ce fameux mythos. On a un projet avec la course là. Ouais. Non, du coup, en arrêtant j'ai toujours pas mal cousu, et au bureau on a plein de machines à dispo. Et en arrêtant le boulot en fin 2024, je savais que c'est quelque chose qui allait me manquer de faire bosser un peu mon cerveau et de bricoler. Et du coup, ma copine m'a acheté une machine à coudre, et ça remplace un peu le boulot que j'avais avant. Maintenant, c'est pour moi et pour les copains, quoi. Mais je fais des sacoches de vélo, des carquois, un peu les choses qui me manquent en matos pour le ski, pour la course à pied. Tu arrives à avoir accès aux matières? Tu peux tout commander. Il y a des suppliers que tu peux acheter même en petite quantité. Ouais. D'accord. 2-3 dernières questions, dont 2 questions un peu plus légères. Si On te rappelle, on va dire dans 2 semaines, on arrête le contrat d'athlète, par contre tu deviens directeur technique chaussures trail, et on triple ton salaire, tu fais quoi? S'ils arrêtent le contrat d'athlète,
peux plus Il courir. laisse le choix, on va dire. Non, bah là, L'autre option, c'est designer des chapeaux. Mais... non, là, la vie que j'ai actuellement me plaît vraiment. Donc, je préférerais courir, c'est sûr. Il y a plus de sens là-dedans. Ouais, c'est là où je prends le plus de plaisir. Mais pour moi, la course à pied reste un hobby avant tout. Donc là, je suis capable de vivre de mon hobby. Mais si demain, je suis plus capable de vivre de mon hobby, je reprendrai un boulot aussi avec le sourire. Et je continuerai à courir à côté parce que ça reste une passion, quoi. Post-course, tu termines le Mute aujourd'hui, 56K. Tu rentres chez toi. Kamnik, c'est dans 6 semaines. Je voudrais parler de ce que la course a pris dans tes réserves. C'est une vraie course dont il va falloir récupérer ou c'est un test que tu vas absorber en 15 jours et c'est reparti? Bah, on verra dans 15 jours. Je pense que j'ai quand même été en gestion tout du long. Donc en tout cas mentalement ça m'a pas trop coûté. Maintenant j'ai quand même bien mal aux jambes, donc il va falloir laisser le temps au corps de se remettre. Mais il va se remettre, je pense, assez vite, et en tout cas plus vite que si on avait été au fight jusqu'à la fin et qu'on avait dû sprinter pour arriver. Donc non, je pense que après-demain, je suis de retour à l'entraînement et c'est reparti. Peut-être 2-3 jours encore tranquille, relax, puis après ça sera reparti. Ouais. Je pense que je vais le digérer assez vite. Bon, c'est tout le bien qu'on te souhaite. La toute dernière question, c'est qui l'athlète qui t'a le plus impressionné sur toutes les courses confondues de ce Mute? De ce Mute je pense qu'on a tous été impressionnés et surpris dans le bon sens du terme de la victoire du Français qu'on n'attendait pas forcément là, Vincent. Esmiol. Et après, moi je suis aussi super content pour Gauthier qui est un bon copain. On a couru tout l'été dernier ensemble. On s'est frotté tout l'été, on a été au combat tous les deux. Et là, il confirme vraiment qu'il a gapé la deuxième place et il fait une super course. Donc je suis content pour lui. Et la victoire chez les femmes aussi, vraiment très solide. Je crois que je l'ai doublé pendant la course et ça allait vraiment vite, sachant qu'elle avait 60 bornes de plus que moi à ce moment-là. Donc non, ouais, je dirais victoire féminine et Gauthier, très content. Ouais. Évidemment, nous blaguions au sujet de Vincent Esmiol que l'on connaît bien et à qui on souhaite le meilleur. Ouais. Merci Antoine, tout de bon pour toi et rendez-vous au championnat d'Europe en Slovénie. Ouais, et à l'UTMB. Ça marche.